Les carnets du sous-sol, Fédor Dostoïevski. À l'époque, je commençais déjà à ressentir les accès de ces jouissances dont j'ai parlé dans le premier chapitre. Pourtant, après l'histoire de l'officier, je me sentais aimantée vers cela de plus en plus. C'est sur le Nevski que je le rencontrais le plus souvent. C'est là que je pouvais l'admirer. Lui aussi, il se promenait là, plutôt les jours de fête. Même si lui aussi, il prenait la tangente devant les généraux ou les grands de ce monde, et si, dans ces cas-là, il filait aussi comme une anguille, les gens comme votre serviteur ou ceux qui sont un peu plus hauts que votre serviteur, il leur marchait dessus, tout bonnement. Il allait droit sur eux, comme s'il n'y avait devant lui qu'un espace vide et ne cédait la route sous aucun prétexte. Je m'enivrais de rage quand je le regardais, et rageusement j'obliquais chaque fois devant lui. Cela me torturait que même sur un trottoir, je me trouve incapable de devenir son égal. « Pourquoi est-ce que tu tournes toujours le premier ?» me demandais-je sans fin ni cesse, me réveillant parfois à 2 heures du matin dans une crise d'hystérie furieuse. « Pourquoi est-ce que c'est toi et pas lui ? Il n'y a aucune loi pour ça, ça n'est écrit nulle part. Vous pourriez le faire à parts égales, comme c'est le cas d'habitude quand 2 personnes délicates se rencontrent. Lui te cède la moitié, tu fais pareil et vous passez dans un respect mutuel. » Mais non, ça n'arrivait jamais comme ça. C'est moi qui obliquais toujours, et lui, il ne remarquait même pas que je lui cédais le passage. Or, donc, je fus soudain saisi par la plus étonnante des idées. Et si, me dis-je, et si, quand je le rencontre, je ne me poussais pas, si je ne me poussais pas exprès, même s'il fallait que je lui rentre dedans, qu'arriverait-il ? Cette idée téméraire s'empara peu à peu de moi. Elle ne me laissa plus en repos. Je commençai à en rêver sans cesse, d'une façon terrible, et je me mis exprès à me promener plus souvent sur le Nevski pour me représenter le plus clairement possible comment je le ferais et quand je pourrais le faire. Je vivais sur un nuage. Cette intention me paraissait de plus en plus vraisemblable, réaliste. Pas le cogner vraiment, bien sûr, me disais-je, tremblant de joie à l'avance, mais simplement ne pas me pousser, me retrouver contre lui, pas pour que ça fasse bien mal, mais comme ça, épaule contre épaule, juste pour les convenances, que je le cogne juste autant que lui. J'ai fini par me décider complètement, mais les préparatifs m'ont pris un temps considérable. Ce qu'il fallait d'abord, c'est que pendant cet acte, je sois habillée le mieux possible. Je devais donc me soucier de mon costume. À tout hasard, si par exemple il y a une histoire publique, et le public qui se promenait là, en l'occurrence, c'était la haute, une comtesse, le prince D, toute la littérature, il faut être bien mis. Ça inspire le respect, et d'une certaine façon, ça nous posera tout de suite d'égal à égal devant le grand monde. J'ai donc demandé une avance sur salaire, et je me suis acheté des gants noirs et un chapeau correct chez Tchurkin. Les gants noirs me semblaient plus sérieux, plus comme il faut que les gants beurre frais que j'avais commencé par ambitionner. La couleur est trop voyante, le type semble trop vouloir se mettre en avant. J'avais renoncé aux gants beurre frais. La belle chemise avec des boutons de manchette en ivoire, je l'avais préparée de longue date. C'est le manteau qui m'a beaucoup retardé. Celui que j'avais de manteau, il était mettable, il réchauffait, mais il était entièrement ouatiné, et il avait un col en raton, summum de la servilité. Je devais changer de col coûte que coûte et m'en faire un en castor, un peu comme les officiers. Je me suis donc mis à fréquenter le Gostiny Dvor, et après quelques tentatives, j'ai fini par viser un castor d'Allemagne pas trop cher. Ces castors d'Allemagne s'éliment vite, évidemment, et prennent l'air le plus loqueteux qui soit, mais au début, quand on les inaugure, ils présentent tout à fait bien. Moi, je n'en avais besoin que pour une seule fois. J'ai demandé le prix, c'était quand même cher. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, je me suis décidée à vendre mon raton. Quant à la somme qui me manquait encore, une somme loin d'être négligeable pour mes moyens, je me suis décidée à l'emprunter et à demander cet emprunt à mon chef de bureau, Anton Antonitch Setochkin, homme plein d'humilité, mais grave et positif, qui ne prêtait en aucun cas, mais auquel j'avais été jadis à mon entrée en fonction particulièrement recommandé par le haut personnage qui m'avait placé. Une torture horrible. Demander de l'argent à Anton Antonitch était une chose qui me semblait monstrueuse, infamante. Je n'ai pas fermé l'œil de 3 nuits,
même si en général je dormais peu à l'époque, j'avais toujours la fièvre. Je sentais mon cœur qui se creusait d'une façon bizarre et tout à coup se mettait à sauter, mais à sauter. Anton Antonitch fut d'abord étonné par ma demande, puis il fronça les sourcils, réfléchit et accepta, non sans exiger de moi un reçu lui donnant le droit de percevoir le dit emprunt dans un délai de 2 semaines prélevé sur mon traitement. Ainsi, tout était prêt. Le joli castor régna en lieu et place du vulgaire raton, et je me lançai petit à petit dans les travaux d'approche. Je ne pouvais quand même pas me décider du premier coup pour rien, il fallait faire la chose avec méthode, peu à peu. Mais je vous avoue qu'après de nombreuses tentatives, je commençais à désespérer. Nous ne parvenions pas à nous rentrer dedans, impossible. J'avais beau me préparer, calculer, on avait l'impression que nous allions nous cogner, là, maintenant, et de nouveau, je lui cédais le passage, et je le voyais passer sans me remarquer. J'allais jusqu'à faire des prières tout en me rapprochant, que le bon Dieu me donne la force. Une fois même que j'étais décidée définitivement, le seul résultat fut que je me retrouvais dans ses jambes parce qu'au tout dernier moment, à 2 ou 3 pouces de lui, le courage m'avait manqué. Il m'a marché dessus, tranquillement, et moi, comme un ballon, j'ai roulé sur le côté. Cette nuit-là, je fus de nouveau malade avec la fièvre et le délire. Et soudainement, tout se termina le mieux du monde. La nuit d'avant, j'avais définitivement conclu que je n'exécuterais plus mon intention fatale, que je laisserais tomber. Et c'est dans cette intention que je suis allée une dernière fois sur le Nevski pour voir, tout simplement, comment ce serait quand j'aurais renoncé. Soudain, à 3 pas de mon ennemi, je me suis décidée par surprise. J'ai fermé les yeux et nous nous sommes rentrés dedans, épaule contre épaule. Je ne lui avais pas cédé un pouce. J'avais passé absolument comme un égal. Lui-même, il n'a même pas jeté un coup d'œil et il a fait semblant de ne pas m'avoir vu. Mais justement, il avait fait semblant, j'en suis sûre. Jusqu'à maintenant, j'en suis sûre. Il va de soi que j'ai supporté le plus gros du choc. Lui, il était plus fort. Mais ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est que j'avais atteint mon but. J'avais défendu mon honneur. Je n'avais pas cédé un pouce et je m'étais placée publiquement au même rang social que lui. Je suis rentrée chez moi complètement vengée. J'étais sur mon nuage. Je triomphais. Je fredonnais des arias italiennes. Évidemment, je ne vous raconterai pas ce qui m'est arrivé 3 jours plus tard. Si vous avez lu mon premier chapitre, Le sous-sol, vous le devinerez vous-même. L'officier, lui, par la suite, il a été muté, je ne sais pas où. Voilà bien 14 ans que je ne le vois plus. Où est-il maintenant, mon petit ami? Sur qui est-ce qu'il s'essuie les bottes?